L'esprit révolutionnaire juif et son impact sur l'histoire du monde par E. Michael Jones, traduit de l'américain par François Touvenin, préfacé par Pierre Hilard, édition Sérémy 2019. Préface. Il existe des ouvrages de référence appelés à secouer les intelligences avides de comprendre les causes profondes agissant sur les événements historiques. Le livre de Michael Jones, L'esprit révolutionnaire juif et son impact dans l'histoire du monde, entre dans cette catégorie. Plus de 30 chapitres expliquent la marque de cet esprit juif dans le cours de l'histoire étalé sur des siècles. La variété des sujets solidement étayés par des centaines de notes de bas de page passe de la synagogue de Satan, chapitre 1, la rébellion anabaptiste, chapitre 9, Ménassé ben Israël et Apocalypse raté, chapitre 11, la propagation du bolchevisme, chapitre 18, les Juifs et l'avortement, chapitre 28, à l'ère néoconservatrice, chapitre 32. La qualité des informations apportées par l'auteur n'empêcheront pas des esprits grincheux de condamner ce livre sous prétexte fallacieux qu'il serait un fourre-tout d'absurdité où les Juifs sont accusés de tous les maux de la terre. Il est vrai que certains historiens, des journalistes, des hommes politiques ou encore des hommes d'Église ont fait beaucoup de mal en lançant sur la place publique par leurs propos ou par des livres, des diatribes anti-juives ne reposant sur aucune référence solidement établie. Un tel comportement a rendu service à la patrie adverse qui, se saisissant de ces dires maladroitement redirigés, voire calomnieux, a su retourner la situation en prouvant la stupidité de ses propos. Les conséquences furent néfastes pour tous ceux soucieux d'expliquer les causes profondes à l'origine des guerres, des révolutions, des crises financières ou morales qui secouent la tranquillité des États et de l'Église. C'est pourquoi les travaux de Michael Jones tombent à point en raison du sérieux apporté à l'étude d'un sujet délicat, l'impact de l'esprit juif, sans oublier ses variantes, dans le cours de l'histoire. Sans le savoir, cet universitaire américain fait sienne cette formule du cardinal de Berny, contemporain de Louis XV, il faut tout calculer et ne pas tout craindre. Afin d'illustrer cet ouvrage, nous estimons nécessaire de rappeler que toute étude sérieuse repose sur 2 points inamovibles, les impondérables de l'histoire et la compréhension d'une ligne directrice permettant de saisir le cours des événements. Depuis que le monde est monde, de nombreux éléments échappent au pouvoir religieux, politique, militaire et financier. Ceux-ci, fussent-ils armés des meilleurs moyens techniques et scientifiques, en effet, les fameux impondérables de l'histoire, problèmes climatiques, comportements illogiques d'un dirigeant à un moment crucial historique, etc., peuvent dévier, ralentir ou carrément bloquer une machinerie bien huilée, conçue à l'origine pour atteindre un but bien défini. L'histoire regorge d'événements de ce type, dans lesquels les Juifs ou autres catégories d'une population ne jouent aucun rôle. Le géologue français Adolphe Nicolas rapporte les conséquences d'un fait climatique accélérant la conquête de l'Ouest américain au début du 19e siècle. Si l'année 1816 fut appelée l'année sans été, c'est qu'un an plus tôt, les 10 et 11 avril 1815, un volcan indonésien, le Tambora, avait explosé, projetant dans les stratosphères d'énormes masses d'aérosols. Les effets climatiques furent d'une telle ampleur qu'il neigea tous les mois en Nouvelle-Angleterre, entre parenthèses États-Unis, au cours de l'été 1816, et que la perte des récoltes consécutive à ce phénomène poussa une vague de fermiers affamés à quitter le pays à la conquête du Middle West. Dans ce phénomène volcanique, doublé de son corollaire climatique, conduisant à un impact économique négatif tout en étant un accélérateur d'un mouvement migratoire de la jeune nation américaine vers le cœur du pays.
Nulle influence juive, évidemment. C'est pourquoi il faut dissocier des événements de ce genre de la tournure d'esprit animant des hommes d'influence placés dans les secteurs clés régissant les sociétés. En effet, en dehors d'éléments perturbateurs tels que l'exemple cité ci-dessous, nous devons cerner les référents religieux, philosophiques et sociologiques structurant le mental d'un groupe, d'une communauté ou d'hommes d'action connus et, pour certains, discrets. À la lecture du livre de Michael John décrivant l'action permanente et ciblée des groupes juifs cherchant à abattre ou du moins à amoindrir l'influence de l'Église catholique et des États modélés politiquement en fonction de cette spiritualité, il en ressort un point central, un véritable fil directeur que nous ne cesserons jamais de répéter, autour duquel tout s'agrège depuis 2000 ans. L'objectif premier de la synagogue est de faire du peuple juif le peuple prêtre médiateur entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive, les gentils, structuré par les lois noachides. Dans le cadre d'un temple restauré sur le seuil duquel cette dernière est placée comme simple prosélyte de la porte au sein d'un monde unifié, l'abbé Augustin Lehmann, juif converti, a su résumer ses ambitions bimillénaire d'essence messianique par une formule choc. À leur idée, leur mission du Messie n'étant point de régénérer le peuple d'Israël et l'humanité, elle devait consister uniquement à centraliser dans Jérusalem tous les biens de ce monde qu'apportaient comme humbles esclaves les païens vaincus et humiliés. Fort de ce point central, nous pouvons mieux comprendre que l'action talmudo-kabbaliste consiste à éroder puis à faire disparaître tous les référents catholiques dans sa partie spirituelle et politique, afin d'y substituer son propre modèle. Le livre de Michael John, avec les divers sujets traités, le prouve largement. En raison de la richesse de cet ouvrage, cela serait une perte de temps de traquer toutes les informations et révélations qui s'y trouvent. Cependant, afin d'aider le lecteur à comprendre l'action déterminée des représentants juifs dans le cours de l'histoire, nous allons cibler notre propos sur une période donnée dont nous continuons à subir les contre-coups. En effet, la Révolution de 1789, permettant sur le temps long le renversement des lois naturelles, a ouvert une nouvelle ère autorisant une oligarchie juive inspirée largement de nombreux événements politiques, militaires et financiers, avec la montée en puissance de la famille Rothschild en Europe, en lien avec une multitude d'autres familles, Sassoon, Cassel, Hirsch, Montagu, Schiff, Gunzburg, Poliakov, Balin, trois petits points. Dans le cas anglais, le phénomène est ancien. Le déplacement de la finance juive sous la direction de Menasseh ben Israël présente dans les Provinces-Unies, actuellement Pays-Bas, au XVIIe siècle en liaison avec le dictateur Oliver Cromwell 1599-1658, en direction de la City de Londres au cours des années 1650, fut un élément absolument capital dans le développement de l'Empire britannique qui, par la suite, a muté en Commonwealth of Nations. Proclamé officiellement en 1949, le rôle de la City de Londres est un élément fondamental à conserver à l'esprit. De nombreux Français ne prennent pas conscience de l'importance vitale du monde de la finance irriguant tout le corps politique, économique, militaire et journalistique de l'Empire britannique par divers moyens jusque dans les mariages. Au cours du 19e siècle, jamais de grands entrepreneurs comme Cecil Rhodes 1853-1902 n'auraient pu développer des ambitions politiques en Afrique australe ou financières avec la création de l'industrie diamantaire de Beers, sans l'appui décisif de Nathaniel Meyer de Rothschild 1840-1915.
La fameuse formule qui paie commande est un adage valable de toute éternité. Afin de mieux saisir les nombreuses informations apportées par Michael John, il est indispensable de comprendre un pan particulier de l'histoire, la période précédant les hostilités de 1914-1918. Cette guerre, loin d'avoir surgi par hasard, est en réalité le résultat d'ambitions longuement mûries. Celle-ci fut un véritable coup d'envoi d'une série de crises financières, spirituelles, Vatican II, et de conflits nécessaires pour accélérer les souffrances de l'enfantement, prélude à l'arrivée, selon l'esprit talmudo-kabbaliste, du Messie juif. Il s'agit en particulier de s'interroger sur ce monde de la finance juive en lien avec le contrôle des voies de communication, véritable fer de lance s'imposant au sein de l'appareil politique britannique pour le plus grand malheur du monde. Un rappel sur le temps long est nécessaire car ces événements du passé sont toujours d'actualité. La technicité, en plus, au moment où nous écrivons ces lignes. La révolte des barons anglais sous le règne de Jean sans terre aboutit à la Grande Charte Magna Carta le 15 juin 1215. Parmi plusieurs mesures, elle reconnaissait le droit aux Juifs de commercer en Angleterre. Cette directive fut abrogée par Édouard Ier en 1290, qui expulsa l'essentiel de cette communauté. Le rétablissement des liens entre ces deux mondes se fit avec l'instauration de l'anglicanisme sous le règne d'Henri VIII. Ce renouveau permit le renforcement des centres d'intérêt et de sympathie entre la couronne britannique et la diaspora juive commerçante dispersée en Europe et dans l'Empire ottoman. Ce point est à retenir car il exista, dès cette époque, une coopération dans tous les domaines où intérêts économiques et diplomatiques se mêlèrent à la volonté d'être informés en avance sur les concurrents d'autres pays. L'efficacité des services du renseignement britannique a été en mesure de profiter de ce type d'alliance, voire même d'être devancée par la qualité des transmissions d'informations au sein des grandes familles financières et commerçantes juives. Nous pouvons illustrer ce phénomène dans le cadre de la bataille navale de Tsushima, où la marine russe fut battue par celle des Japonais en 1905. Comme le relate l'historien anglais Anthony Alfred en évoquant la puissance et l'influence des Rothschild, leurs services de renseignement étaient inégalés. Ils étaient d'habitude les premiers à obtenir ces informations de l'étranger avant qu'elles n'atteignent le ministère des Affaires étrangères ou les services de la marine. Alfred Rothschild reçut le rapport du désastre naval russe à Tsushima 2 jours avant que sa confirmation n'arrive à la délégation japonaise à Londres. Cette capacité à anticiper et le renforcement de ces liens prirent un nouvel essor à partir des années 1650, à l'époque du puritain Oliver Cromwell. La puissance financière juive des Provinces-Unies, les Pays-Bas, bascula en Angleterre, plus exactement à la City de Londres, avec l'appui décisif du rabbin Menasseh ben Israël, désireux d'établir une communauté dans ce pays. Désormais, celle-ci peut s'enraciner et monter en puissance au sein de la société britannique. On peut noter que pour la première fois, un juif du nom de Solomon de Médina, 1650-1730, fut fait chevalier en 1700 en raison de son habileté à fournir de l'argent et des provisions en tout genre aux troupes du duc de Marlborough. L'arrivée de Juifs dans la vie politique anglaise se fit aussi par des conversions à l'anglicanisme. Véritable promotion sociale, cette méthode permit d'entrer à la Chambre des communes initialement réservée qu'aux anglicans. Cette tendance peut être révélée dans le cas de Manasseh Massey Lopes, 1755-1831, qui, après sa conversion, devint
En 1802, le premier juif d'origine a intégré le Parlement britannique comme député Tory. On retrouve le même phénomène avec Benjamin Disraeli, 1804-1881, né dans une famille juive mais élevé dans la foi anglicane, dont la carrière politique le porta à devenir le premier ministre d'origine israélite à la tête de la plus grande puissance économique et militaire du 19e siècle. Il est vrai que l'admission d'anglais non anglicans au sein de la classe politique britannique ne se fit que progressivement. L'égalité civique ne fut obtenue pour les catholiques qu'avec le Roman Catholic Relief Act en 1829, ouvrant toutes les portes à l'exception de l'ascension au trône d'Angleterre. Il en fut finalement de même avec les Juifs anglais qui purent siéger au Parlement britannique qu'après l'adoption du Jew Relief Act en 1858. Le premier à pouvoir en bénéficier après quelques péripéties fut Lionel de Rothschild. Le 26 juillet 1858, l'apothéose fut atteinte avec son fils Nathaniel de Rothschild, qui devint le premier juif à intégrer la Chambre des Lords en 1885. L'Angleterre du 19e siècle, c'est d'abord et avant tout l'influence d'une famille régnante bien particulière, les Rothschild. Ces derniers ne sont que les continuateurs à l'échelle planétaire de ces fameuses dynasties financières juives, les Juifs de cour, of Juden, qui ont déterminé la vie du Saint-Empire romain germanique. Cette dynastie Rothschild doit son ascension au patriarche Mayer Amschel Rothschild. Son habileté en affaires n'était que la conséquence d'une transmission d'un savoir hérité d'une autre dynastie financière juive, les Oppenheimer. Son principal mentor Samuel Oppenheimer, 1635-1703, était banquier au service des Habsbourg, mais aussi d'Eugène de Savoie dans sa guerre contre les Ottomans. L'appui financier apporté par cet homme fut décisif dans la politique de Vienne face à la Sublime Porte. Un de ses fils, Simon Wolf Oppenheimer, s'installa à Hanovre afin d'y fonder une banque et une maison de commerce du même nom tout en étant au service de l'électeur du Brunswick-Lunebourg. Or, le prince de cet État, Georges-Louis, 1660 à 1727, devint, par le jeu de règles dynastiques, roi d'Angleterre sous le nom de Georges Ier. Il fut donc possible pour le banquier d'Oppenheimer d'établir des liens plus étroits avec la couronne britannique, mais aussi avec son cœur financier, la City de Londres. Le fils de Simon Wolfe, le banquier Jacob Wolfe Oppenheimer, embaucha vers 1757 un jeune apprenti d'environ 13 ans afin de le former aux techniques financières, Mayer Amschel Rothschild. Une nouvelle dynastie venait de naître. Les débuts de ce dernier dans le monde de l'argent et du commerce ainsi que sa formation au sein du groupe financier bien introduit dans la société germanique lui permirent d'établir, en 1764, un contact avec une des plus grandes fortunes d'Allemagne au XVIIIe siècle, Guillaume de Hesse-Kassel. Cette fortune avait commencé à se former sous la direction de son père Frédéric II de Hesse-Kassel, en louant les soldats de sa principauté pour les besoins militaires de la couronne d'Angleterre. Cette politique lucrative explosa littéralement quand son fils Guillaume envoya, moyennant appui financier, près de 20 000 soldats essois à la Grande-Bretagne, avides de recrues pour combattre. En 1776, les insurgés américains rebelles à l'autorité de Londres
Cette location de main-d'œuvre militaire fut facilitée par des liens familiaux étroits. En effet, la mère de Guillaume de Hesse-Cassel, Marie, était la fille du roi d'Angleterre George II, fils du précédent lié aux Oppenheimer. Cette transaction entre ce prince allemand et le gouvernement britannique auquel participait Mayer Amschel Rothschild passèrent par la banque londonienne Van Noten et Fils. Ainsi s'établirent les premiers liens financiers entre le fondateur de la dynastie et le monde anglais. Un tel engagement fut récompensé par l'octroi des responsabilités supplémentaires qui firent du jeune Mayer Amschel le banquier du prince de Hesse-Cassel. L'immixtion des Rothschild dans les affaires anglaises prit un tour décisif avec l'envoi d'un de ses fils, Nathan Mayer, en 1798 à Manchester, où il fit fortune dans le textile avant de s'installer à Londres. Ses compétences financières lui attirèrent estime et amour. En effet, un banquier juif hollandais, Levi Baron Cohen, qui avait quitté Amsterdam en 1770 pour faire fortune à la City de Londres, devint un élément incontournable du monde de la finance. Sa fille Anna épousa Nathan Mayer. La dynastie anglaise Rothschild était née. En lisant les rôles des Rothschild dans leurs engagements financiers et militaires à la veille de la Première Guerre mondiale, nous retrouvons cette même tradition familiale dans la mission cruciale jouée par Nathan Mayer au service de la couronne britannique face à Napoléon Ier. En 1814, à la demande de Charles-Henri Herries, trésorier au sein du ministère de la guerre anglais, ce même Nathan Mayer finança les armées de Wellington, puis en raison du succès obtenu de tous les alliés de l'Angleterre sur le continent, la défaite de l'empereur à Waterloo en 1815 n'est donc pas uniquement due aux habiletés tactiques de Wellington et de Blucher. Le 19e siècle fut celui de l'épanouissement de toutes les ambitions politiques, financières et militaires des Rothschild au sein de l'Empire britannique en nouant des coopérations étroites avec d'autres familles juives de la haute finance, mais aussi non juives. Même si cette famille a largement pratiqué l'endogamie, permettant de ne pas éparpiller ses intérêts et ses secrets, on doit reconnaître que quelques mariages judicieux n'ont fait que renforcer son étreinte dans les plus hautes sphères du pouvoir britannique. Ainsi, Lord Rosebery, 1847 à 1929, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères et premier ministre, était marié à Anna de Rothschild, petite-fille de Nathan Mayer. On retrouve ce type d'influence en France avec deux jeunes femmes Rothschild, Margaretha et Bertha Clara, qui ont épousé le duc de Gramont et le prince de Wagram. Cependant, ces mariages prirent une autre tournure quand il s'agissait de nouer des liens matrimoniaux avec des dynasties financières juives. La révolution industrielle bouleversant l'Europe et l'Amérique du Nord, avec ses voies de communication de plus en plus développées, voies ferrées et maritimes, et banques de plus en plus puissantes, est le fruit d'un maillage entre familles n'empêchant pas non plus des rivalités internes. Nous pouvons relever une alliance étroite entre les Rothschild et les Sassoon appelés les Rothschild de l'Orient. En effet, outre un mariage entre Édouard Sassoon et Alice de Rothschild, petite-fille de James, le dernier des 5 fils Rothschild de Mayer Amschel, les intérêts de ces deux familles s'harmonisaient car l'Empire britannique contrôlait de vastes territoires politiquement et économiquement importants au Moyen-Orient et en Inde en liaison avec l'Extrême-Orient, tout en bloquant les tentatives russes d'atteindre les mers chaudes. Comme l'illustre Anthony Alfred, la Perse s'étend carrément dans la sphère des intérêts à la fois de David Sassoon et fils et de l'Empire britannique. C'était une zone tampon entre les Indes britanniques et l'Empire russe en expansion.
Une intégration de cette famille dans les intérêts Rothschild de l'Empire était donc nécessaire. Comme l'explique le magazine juif européen Shalom, l'histoire des Samsun débute à Bagdad, où les membres de la famille sont courtiers et riches négociants. Sheikh Sassoon Ben Salah, l'ancêtre fondateur, fut chef de la communauté juive de Bagdad et trésorier principal du pacha ottoman Suleiman. Il mourut en 1830. Son fils David Sassoon échappa à la persécution des autorités irakiennes en fuyant d'abord à Bakr, puis à Bombay. C'est là qu'il établit les bases d'une compagnie internationale opérant dans les secteurs du commerce et de la banque. La communauté juive de Bombay et ses institutions bénéficièrent grandement de ses largesses. Son fils aîné participa à la transformation de Bombay en une cité portuaire moderne et par la suite, d'autres membres de la famille coopérèrent au développement de l'industrie textile de l'Inde, tout en poursuivant d'importantes œuvres philanthropiques juives. David Sassoon eut 8 fils et 6 filles. 6 de ses enfants s'établirent à Londres et furent rapidement intégrés dans l'élite de la société, contribuant de diverses manières à la vie politique, culturelle et sociale britannique. Édouard devint député au Parlement en 1899. Rachel fut rédactrice de 2 journaux concurrents, le Sunday Times et l'Observer. Les Sassoon entretenaient des liens étroits avec les membres de la famille royale, en particulier avec le prince de Galles, le futur roi Édouard VII. Ce type d'entente entre ces deux familles peuvent être étendues à de nombreuses reprises à d'autres groupes ou individus mêlant étroitement des intérêts économiques, stratégiques et idéologiques. Dans ce 19e siècle, de mutations techniques et scientifiques, mais aussi de laïcisation des esprits en raison de l'influence de la Haskalah, les Lumières juives, le transport de marchandises se devait de passer par des voies de communication sûres et contrôlées. L'Empire britannique, maître des mers grâce à la Navy, et bénéficiait de nombreux relais et points stratégiques, Gibraltar, Canal de Suez, île de Malte, Hong Kong, etc., garantissait la liberté de circulation. Ce qui était vrai pour le contrôle des mers trouvait son corollaire dans le domaine des voies de communication terrestre. Les voies de chemin de fer représentaient le même idéal avec, en arrière-fond, l'idée de conclure des contrats juteux, mais aussi d'accroître une influence plus grande de la part du pays investisseur. Parmi les noms gravitant dans l'orbite de la couronne britannique façonnant le monde à la veille de 1914, il est nécessaire de signaler l'action décisive de baron Maurice de Hirsch, 1831-1896. Issu du monde de la banque, son grand-père Jacob était le banquier du grand-duché de Wurtemberg. Il est à l'origine de la construction d'une voie ferrée au nom mythique, l'Orient Express, initiée à l'origine par un groupe financier franco-belge, Van der Helst et Landgrand du Monceau. La construction du réseau de chemin de fer fut lancée en avril 1869, après moult difficultés, allant de Vienne à Constantinople. Pour des raisons pratiques et techniques, Hirsch fit démarrer ses travaux à partir de Constantinople. Ce choix offrait un avantage indéniable à l'Angleterre, dont la puissante marine marchande pouvait traiter directement avec l'Empire ottoman, situation semblable dans une moins grande mesure pour la France, à la différence de l'Autriche-Hongrie, parent pauvre en matière de navigation en haute mer. Cette situation qui touchait en arrière-fond l'Allemagne fait dire à son biographe Dominique Friché, en avantageant par son choix le jeu des puissances maritimes, la France et l'Angleterre, Hirsch devait longtemps faire souffrir le commerce autrichien et allemand et susciter les rancunes tenaces de ces deux gouvernements qui ne lui pardonnèrent jamais ses sympathies manifestes pour l'Angleterre.
la nomination à la direction de sa compagnie d'un ancien parlementaire anglais, Ralph Earl, auparavant secrétaire particulier de Disraeli, valut à Hirsch de devenir l'objet de violentes critiques de la presse germanique, des gazettes antisémites allemandes et autrichiennes allant jusqu'à propager une rumeur selon laquelle il était la marionnette de l'impérialisme britannique. La guerre franco-prussienne de 1870 et russo-turque de 1877, des crashs financiers comme celui de 1873 et l'instabilité chronique des pays balkaniques mirent en péril plus d'une fois les ambitieux projets de Hirsch. Cependant, après avoir surmonté bien des obstacles, le 12 août 1888, le légendaire Orient Express assurait la première liaison entre Vienne et Constantinople. En raison d'une habileté hors norme et un peu du facteur chance, cet homme se retrouva à la tête d'une fortune colossale. Il est vrai que la vente des compagnies ferroviaires balkaniques par le baron de Hirsch à la fin de la décennie 1880 à un groupe financier composé de la Wiener Bank Verein, la Deutsche Bank et la Société de crédit suisse le propulsèrent au firmament des plus grandes fortunes du XIXe siècle. Une telle action eut aussi, comme nous allons le voir un peu plus loin, des répercussions stratégiques colossales. Déjà conséquente au début de sa carrière, une telle réussite financière lui ouvrit encore plus les portes, en particulier en direction de la haute société britannique. On ne peut comprendre cette ascension qu'à la condition de rappeler les soubassements à l'origine d'une telle réussite. Ces relations familiales l'aidèrent à bâtir un véritable empire, en particulier en raison de mariages avec d'autres dynasties de la finance juive. Ainsi, son frère James, marié à Zina de Polyakov, était lié au frère Polyakov, ayant fait fortune, entre autres, dans la construction et l'exploitation des chemins de fer russes, comme le rapporte Alexandre Solzhenitsyn. La sœur aînée de Maurice, Amalia, était mariée à Henri Bamberger, à l'origine cofondateur de la Banque de Paris et des Pays-Bas, devenu plus tard Paribas, tandis que son frère banquier, Ludwig, ministre de l'économie du chancelier Bismarck, joua un rôle déterminant dans la création de la banque d'État allemande, la Deutsche Bank, en 1870. Le point commun entre les deux frères Bamberger était qu'ils avaient travaillé un temps au sein de la banque Bischofsheim Goldschmidt. On mesure l'étendue de cette puissance financière en rappelant que l'épouse de Maurice de Hirsch, Clara, était directement issue de cette famille. C'est au sein de cette banque que le jeune Maurice, simple stagiaire, fit connaissance de sa future épouse, fille de Jonathan Bischofsheim et d'Henriette née Goldschmidt. Le chef de clan de la famille de son épouse était son oncle, Louis-Raphaël Bischofsheim, fondateur de la banque Bischofsheim Goldschmidt, que Maurice de Hirsch avait dirigé au milieu des années 1860. C'est par cet oncle, ou plus exactement par l'intermédiaire d'un de ses fils, Henri Bischofsheim, que le baron de Hirsch put entrer en contact avec la haute société anglaise. En effet, Henri avait épousé Clarissa Biedermann, qui était la belle-sœur de James Thorne, fondateur de la banque du même nom. Envoyé à Londres pour diriger la filiale anglaise de cette banque, il put s'enraciner dans le milieu avec l'appui de ses filles, Hélène et Amelia, devenues respectivement comtesses de Dessart et chevalières de Kerry.
Les Bischofsheim furent les éclaireurs permettant à Maurice et Clara de Hirsch de s'introduire dans ce haut lieu de la politique et de la finance anglaise. La fortune de Hirsch, ainsi qu'une grande facilité de contact, lui ouvrirent les cœurs intéressés des plus hauts membres de la société britannique, en premier lieu du prince de Galles, futur Édouard VII, comme le rappelle Dominique Fricher au sujet de l'héritier du trône d'Angleterre. Ouvre les parenthèses. Très jeune, il avait pris l'habitude de s'entourer de gens très riches qui l'aidaient à financer son train de vie dispendieux et son goût immodéré pour le luxe, le jeu, les femmes et les sangs purs. Et les purs sangs. Or, comme en Angleterre, les gens les plus fortunés étaient souvent israélites, les financiers juifs étaient très nombreux dans son entourage immédiat, fidèle à l'ancienne tradition des banquiers de cour, d'aucuns consentaient à lui prêter des sommes considérables, plus ou moins à fonds perdus. Forcé d'attendre son 60e anniversaire pour être couronné, le prince de Galles fut assez avisé pour réaliser de fructueux placements boursiers grâce au conseil d'experts aussi compétents et bien introduits dans la finance internationale que Maurice de Hirsch, les Rothschild, les Sassoon ou les Bischofsheim, qui faisaient tout partie de son premier cercle. Sa sympathie envers ses amis juifs persista d'ailleurs jusqu'à la fin de son règne. Ainsi, en 1905, soit 4 ans après son avènement, la Chambre des Lords comptait 35 banquiers parmi ses membres. Fin de parenthèse. Des liens de connivence s'étant établis entre le prince de Galles et le baron, ce dernier avait plus d'une fois secouru l'héritier de la couronne financière aux abois. Cet appui fut facilité par une autre recrue déjà citée au service de Maurice de Hirsch, un juif allemand originaire de Cologne, Ernest Cassel. La caste de la haute finance est un lieu où, décidément, tout le monde se côtoie. En effet, Cassel avait commencé sa formation comme stagiaire au sein de la banque Bischofsheim Goldschmidt. En raison de ses talents et ayant noué des liens d'amitié solides avec le baron de Hirsch, ce dernier mit le pied à l'étrier aux jeunes ambitieux en l'introduisant dans la haute société anglaise au point d'en faire son bras droit financier dans ses relations avec le prince de Galles. Maurice de Hirsch fit aussi d'Ernest Cassel son exécuteur testamentaire, chargé de détruire tous les papiers du baron et en priorité ceux relatifs à ses relations avec le prince de Galles. On devine sans peine les secrets et autres informations détonnantes qui devaient parsemer les échanges épistolaires entre ces deux hommes. Complétons l'influence d'Ernest Cassel en rappelant qu'il était très lié au banquier américain d'origine juive allemand Jacob Schiff, farouchement opposé à la Russie des tsars. Cette opposition se traduisit en liaison avec Ernest Cassel et Édouard VII par l'octroi d'un prêt de 200 millions de dollars au gouvernement japonais dans sa guerre face à la Russie, 1904-1905. Après la victoire nippone et en guise de remerciement, Jacob Schiff obtint l'immense privilège de partager le repas avec l'empereur du Japon, tandis qu'Ernest Cassel était décoré de l'ordre du Soleil levant. Cependant, il faut rappeler que cette politique britannique est en opposition farouche à celle du Deuxième Reich, conduite sous la direction de Guillaume II. L'Allemagne représentait l'adversaire redoutable en mesure de remettre en cause la prééminence de l'Empire britannique car l'empereur allemand voulait une place au soleil, Platz in der Sonne, pour son pays. Même si les dirigeants anglais et leur soutien en coulisses, en particulier les Rothschild, ont pratiqué un double jeu des plus sournois, on ne peut pas dire non plus que l'Allemagne était une blanche colombe. Le
pan-germanisme marquait largement les esprits parmi les élites allemandes. Des plans de démantèlement de l'empire des Habsbourg, intégrés à celui des Hohenzollern, fleurissaient dans de nombreux documents et officines proches du pouvoir. Le journaliste et historien André Tcheradam a publié des textes et des cartes officielles émanant de ces groupes. L'Europe centrale devait être soumise au Deuxième Reich, tandis que l'Empire ottoman, constituant le prolongement de ce bloc, devait permettre à Berlin de régner sans partage de Hambourg au golfe Persique. Dans cette affaire, deux éléments imbriqués opposaient l'Allemagne et l'Angleterre, le sionisme et le pétrole largement présent en Mésopotamie, Kirkouk et Mossoul sous autorité ottomane. Sous l'impulsion de Theodor Herzl, le sionisme, consistant à promouvoir l'idée d'un foyer juif en Palestine en y favorisant un courant migratoire, reçut l'appui des groupes financiers puissants en la personne de Nathaniel de Rothschild, même si l'entente ne fut pas toujours de tout repos entre ces deux individus. D'ailleurs, la promotion du sionisme par Herzl essuya à ses débuts de nombreux déboires et l'incompréhension de la part du personnage puissant comme Maurice de Hirsch et consorts. Ce n'est qu'après une bataille d'usure que, peu à peu, l'idée fit son chemin, balisée à l'origine par le rabbin Kalischer en 1836 avec l'envoi d'une lettre à la famille Rothschild de Berlin et par Edmond de Rothschild subventionnant la création de territoires agricoles en Palestine dès 1883. Parallèlement à cette situation, la politique allemande de contrôle des voies ferrées de l'Empire ottoman, commencée en 1889 avec la création de la Société ottomane des chemins de fer d'Anatolie en Asie mineure, prit un tour plus vif avec la signature en novembre 1899 d'un accord entre la Sublime Porte et George Siemens, directeur de la Deutsche Bank, permettant le prolongement de cette voie jusqu'au golfe Persique. Cette évolution prit un tour gigantesque au profit de Berlin, car, comme nous l'avons déjà évoqué, la vente des compagnies ferroviaires du baron de Hirsch à des banques germaniques permit à Berlin de contrôler aussi les voies ferrées reliant Vienne à Constantinople. La soudure était désormais faite entre le réseau ferroviaire balkanique et celui d'Asie mineure jusqu'au Koweït. Dans cette affaire, le Deuxième Reich, puissance terrestre et main-d'œuvre de l'ensemble, était de plus en plus en mesure de contrôler la production future et l'acheminement des hydrocarbures aux dépens de la puissance maritime britannique. Qui plus est, la volonté de construire une base militaire maritime allemande au niveau de l'embouchure du Châtel arabe menaçait la perle de l'Empire britannique, l'Inde. Cependant, la très rebelle Serbie échappait au contrôle de Berlin et de Vienne. Pour le plus grand profit de l'Angleterre, les guerres balkaniques à la veille de la Première Guerre mondiale ne sont pas innocentes dans cette affaire. Pour cerner le cœur du sujet, il faut rappeler que le problème résidait dans le télescopage de deux éléments fondamentaux entre, d'un côté, la mainmise de la production d'hydrocarbures en Mésopotamie, avec ses répercussions économiques et stratégiques, et, de l'autre, l'émergence d'un foyer juif en Palestine. Sous quelle direction suprême l'ensemble devait-il prendre forme? Des tentatives d'entente anglo-germanique se firent jour jusqu'au premier mois de l'année 1914. Ainsi, différentes compagnies pétrolières, Anglo-Persian et Royal Dutch Shell, et la Deutsche Bank, sous le patronage des gouvernements
anglais et allemands s'entendirent dans le partage du capital de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Company, créée en 1912 en liaison avec Ernest Kassel et le financier arménien Calouste Gulbenkian. Entre parenthèses, Monsieur 5%. Fermez la parenthèse. Cependant, la rivalité entre l'Allemagne et l'Angleterre, rehaussée par l'affaire d'un foyer juif en Palestine, brouillait malgré tout ces transactions. Pour toute cette zone de la Mésopotamie en liaison avec les ambitions sionistes, il ne pouvait y avoir qu'un seul maître, soit Berlin, soit Londres. La guerre de 1914 fut l'occasion pour les élites anglaises en lien avec le monde de la finance Rothschild de régler, une bonne fois pour toutes, un problème déchirant les relations germano-britanniques. Elle permit le lancement d'un programme de démantèlement de l'Empire ottoman avec les accords Sykes-Picot du 16 mai 1916, répartissant de vastes territoires entre la France et la Bretagne, suivi de la déclaration Balfour, reconnaissant le droit à l'existence de foyers juifs en Palestine le 2 novembre 1917 par le gouvernement britannique. Grâce aux recherches de l'universitaire américain Carol Queeley, 1910-1977, nous savons que le véritable auteur de cette déclaration s'appelait Alfred Milner, 1854-1925, fils spirituel de Cecil Rhodes, membre du cabinet de guerre du premier ministre Lloyd George. C'est ce dernier, membre zélé de l'élite secrète, qui révéla le poteau rose concernant les coulisses de la guerre lors d'une audition donnée aux représentants de la commission Peel, sous l'égide du gouvernement britannique, chargé d'étudier la situation en Palestine, dont les travaux furent publiés en juillet 1937. Ce rapport officiel de plus de 400 pages prouve que la guerre de 1914-1918 fut une rivalité entre deux impérialistes au sein desquels des rivalités farouches opposaient des clans de l'oligarchie sioniste. On ouvre les guillemets. Le lancement de la déclaration Balfour fut, à cette époque, motivé à des fins de propagande et Lord George, souligna la gravité de la position dans laquelle étaient les Alliés. Les Roumains avaient été écrasés, l'armée russe était démoralisée, l'armée française était incapable de lancer une offensive à une large échelle. Les Italiens avaient subi une défaite sévère à Caporetto. Les sous-marins allemands avaient coulé des milliers de tonnes de cargaison de bateaux anglais. Aucune division américaine n'était à notre disposition dans les tranchées. Dans cette situation critique, on pensait que la sympathie de la communauté juive ou son antipathie orienterait substantiellement la cause alliée vers une issue favorable ou non. En particulier, la sympathie juive pour les Alliés conforterait le soutien de la communauté juive américaine et gênerait le désengagement militaire de l'Allemagne ainsi que son renforcement économique sur le front Est. Voici les circonstances dans lesquelles le gouvernement britannique promulgua la déclaration Balfour. Les chefs sionistes nous ont donné une promesse formelle que, si les Alliés s'engageaient à fournir des moyens facilitant l'établissement d'un foyer national pour les Juifs en Palestine, ils feraient de leur mieux pour rallier les sentiments et le soutien des Juifs à travers le monde entier à la cause des Alliés. Ils ont tenu parole. Afin d'informer les Juifs du monde entier de cette déclaration, des millions de tracts circulèrent dans toutes les communautés juives. Ils furent largués depuis le ciel au-dessus des villes allemandes et autrichiennes et largement diffusés à travers la ceinture regroupant des communautés juives allant de la Pologne à la mer Noire. Les puissances centrales entre-temps avaient reconnu l'importance militaire de l'engagement juif
Au moment de la déclaration Balfour, le gouvernement allemand faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner le mouvement sioniste à sa cause et après la déclaration, il se hâta, en lien avec son allié turc, de formuler une proposition rivale. Une compagnie régie par une charte fut envisagée au profit des sionistes allemands. Elle aurait eu une forme limitée d'autogouvernement local et un droit d'immigration vers la Palestine. À la fin de 1917, on savait que les Turcs étaient désireux d'accepter un accord de ces grandes lignes. Mais avant que les concessions ne soient finalement confirmées à Constantinople, la Palestine était aux mains du général Allenby. Fermeture des guillemets. L'incendie déclenché par ces élites d'esprit judéo-sabbatéo-franquistes en 1914 n'est pas fini. L'historien allemand Herschnold, dans son ouvrage La guerre civile européenne, évoquant la période allant de la Première à la Seconde Guerre mondiale, la classait dans la catégorie de nouvelle guerre de 30 ans déchirant l'Europe. Celle-ci ne fut qu'une étape permettant d'aboutir à un monde figé en deux blocs dans le cadre de la guerre froide. Depuis la chute du mur de Berlin, une fausse paix régit le monde avec des rivalités violentes opposant, comme avant 1914, des clans oligarchiques désireux d'imposer leur marque sur des sujets divers. Les différents thèmes traités par Michael Jones nous rappellent la permanence de cette violence sous toutes ses formes et le titre de ce livre, L'esprit révolutionnaire juif et son impact dans l'histoire du monde, n'est vraiment pas une vaine formule. Ce sont les mêmes acteurs en coulisses que nous retrouvons qui, outre les intérêts matériels, parenthèse, contrôle de la production et de l'acheminement sécurisé des matières premières, des métaux ou terres rares, de l'eau, sans oublier la gestion future d'une monnaie mondiale, etc., fermeture de la parenthèse, sont animés d'une volonté messianique tout en s'opposant entre factions sur la vitesse d'exécution de cet idéal religieux. Cet idéal tend à parachever une unification mondiale dont le processus, même s'il est très ancien, fut lancé avec force par leurs ancêtres au début du XXe siècle. Le projet babylien ne peut s'accomplir que dans la violence et comme pour son initiateur Nimrod, s'achever dans un monument échec aux dépens d'une humanité payant le prix fort de ses ambitions dont elle ne soupçonne même pas l'existence. Quelle ironie! Pierre Hillard, juillet 2019. Fin de la préface.